Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission sujet à la une sur la télévision et la radio Omega et sur toutes les plateformes digitales. Actualité oblige, ce soir, nous nous intéressons à la journée mondiale de la liberté de la presse qui est commémorée chaque 3 mai. Et vous le savez, depuis quelques semaines, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la liberté d'expression sont de plus en plus menacées, ce qui n'est pas sans conséquence sur la pratique même du journalisme. Et l'une des preuves, c'est le classement mondial cette année de l'ONG Reporters sans frontières qui a classé le Burkina à la 58e place sur 180 pays. Pour comprendre cette position du Burkina dans le classement mondial, je reçois en plateau Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision BF1. Aubin Guébré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. On doit recevoir également en plateau Idriss Ouedraogo, qui est analyste politique et communication. Certainement, il va nous prendre en cours de cette émission. Alors que le Burkina Faso était considéré jusqu'à récemment comme l'une des réussites du continent africain pour la liberté de la presse, donc la montée de l'insécurité et l'instabilité politique liée aux deux coups d'État est intervenue en janvier et septembre 2022, ont considérablement dégradé la sécurité et l'accès à l'information des journalistes, selon donc Reporters sans frontières. Alors Aubin Guébré, cette année, donc la journée mondiale de la liberté de la presse est commémorée sous le thème « Façonner une avenue de droit ». La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Alors déjà, quelle appréciation peut-on faire déjà du choix de ces thèmes cette année, 30 ans après? Oui, le thème il est à propos quand on regarde le contexte dans lequel la presse évolue aujourd'hui, que ce soit au Burkina, au Mali et dans d'autres pays d'Afrique. Je pense que la presse, la liberté de la presse, quand elle est réelle, quand elle est affirmée, elle permet aux autres libertés de s'exprimer aisément, en ce sens que la presse est en quelque sorte donc, le porte-voix du peuple, des autres sensibilités, oui, des autres couches sociales. Donc, quand la presse est dans sa liberté, exprime pleinement sa liberté, il est clair que, justement, voilà. Je dis que ce thème vient à propos, en ce sens qu'on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali. Et clairement, cette liberté de la presse est en danger, et ça, il faut le reconnaître. Et donc, naturellement, quand la presse n'a pas cette possibilité de donner la parole aux autres couches de la population, il est clair que les autres libertés aussi sont en danger. Donc, c'est un thème véritablement à propos. Un thème d'actualité au Burkina. Alors, l'autre question qui est relative certainement à ce thème-là, c'est donc la communication du gouvernement qui est faite autour de cette manière de gérer le pays, donc la transition. Quelle appréciation aussi faites-vous donc sur la communication gouvernementale de façon générale dans cette transition-là? Difficile quand même, parce que j'ai du mal à admettre que dans un contexte de crise, on fasse plus dans la fermeture. Je pense que le contexte est tel que la communication gouvernementale devrait être plus ouverte, plus transparente. Surtout que le Burkina a fait le choix d'une diplomatie aujourd'hui qui est agressive. Le Burkina s'est fait beaucoup d'ennemis à l'international. Donc il va de soi qu'à l'interne, il y ait une communication assez transparente qui permet à l'ensemble des Burkinabés de comprendre vers où le gouvernement veut nous amener et quelque part aussi de l'aider à justement à réussir sa mission. Mais quand le gouvernement fait l'option assumée de faire dans l'omerta, de communiquer moins, il va de soi que les Burkinabés ne peuvent pas comprendre exactement vers où on veut nous amener. Et là, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et je pense que ce n'est pas en faveur, justement, de la qualité, de la bonne marche de l'action gouvernementale. C'est important, la transparence dans la communication, surtout en temps de crise, parce que ça permet à l'ensemble de la population de comprendre véritablement les enjeux. Ça évite les bruits et ça permet, justement, à cette mobilisation générale souhaitée de se mettre en branle pour permettre à l'exécutif d'atteindre ses objectifs. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Le gouvernement a fait un choix, il a dit clairement, un choix assumé de fermer justement la communication. Du coup, on ne sait pas exactement quelle est la feuille de route, où est-ce qu'on nous amène par étapes.
quels sont les résultats obtenus, oui. On ne sait pas grand-chose et donc on est quelque peu perdu et c'est difficile dans ces conditions-là de faire dans l'accompagnement de l'action gouvernementale. Est-ce que quelque part, c'est pas ce qui aussi donne l'impression aujourd'hui que la liberté d'expression au Burkina qui est tant prônée, aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus une réalité avec toutes ces pressions qu'on a, des menaces dont certains sont victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que la liberté de presse en elle-même n'est pas une réalité qu'on a connue depuis plusieurs années. Bien sûr, et les chiffres pour cette journée mondiale de la liberté de la presse sont assez éloquents sur le sujet. Un recul de 17 places, oui. On passe de la 41e à la au 58e rang mondial sur 180 pays. C'est quand même une chute libre. Hein? Ouais, donc, il est clair que la liberté de la presse aujourd'hui est en danger, véritablement. C'est un problème pour la démocratie, c'est un problème justement pour la liberté tout court. Oui. Et je pense qu'il y a lieu de recadrer le tir parce que ça va être difficile de continuer dans ce sens-là. Je ne pense pas que forcément cette approche nous permet justement de gagner la guerre, de faire des résultats. Je pense qu'il doit falloir rectifier le tir. Aubin Guébreau, au regard de cette position du Burkina, est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre aussi avec, comme vous l'avez dit, le Burkina qui a une position agressive à l'international aujourd'hui, des positions qui sont tellement tranchées qu'aujourd'hui, ça se comprend aisément qu'on occupe cette place-là quand on sait que les journalistes n'arrivent plus à dire ce qu'ils pensent, quand on voit que les leaders d'opinion n'arrivent pas aussi à dire ce qu'ils pensent. Est-ce que cette place qu'on occupe aujourd'hui n'est pas justifiée à un certain niveau? Bien sûr, il y a d'abord le contexte sécuritaire, c'est naturel. Dans un contexte de crise pareil, il est clair que les libertés prennent un coup. Mais il faut remonter déjà à 2019 avec le code pénal révisé déjà, qui donnait le ton par rapport justement au traitement de l'information sécuritaire, clairement, où désormais vous avez des peines, des peines d'amende et d'emprisonnement. Donc il est clair qu'à partir de là, la liberté de la presse au niveau du Burkina a commencé justement à se dégrader jusqu'à ce qu'on constate aujourd'hui avec toutes ces menaces dont vous parlez, cette violence dans le discours vis-à-vis des productions de presse. Ça peut peut-être se justifier, mais je pense que c'est assez grave justement et ça ne permet pas justement un cadre serein d'exercice du métier de journaliste. C'est vrai que jusqu'à présent, on est toujours en train de s'interroger sur comment on a pu en arriver là. Quel a été le crime de la presse aujourd'hui pour qu'elle soit dans l'œil du cyclone, mais je précise que c'est pour une partie de l'opinion, ce n'est pas l'ensemble des Burkinabés, naturellement. Parce qu'on a tendance aussi à généraliser, ce qui n'est pas vrai. Il y a des Burkinabés qui ne sont pas dans cette approche des choses, qui pensent que la presse doit pouvoir continuer à jouer son rôle, parce que je le dis toujours, c'est vrai, on a tendance à tout ramener à la question sécuritaire, mais il n'y a pas que la sécurité. Il n'y a pas que la sécurité, il y a d'autres pans de la gouvernance qui méritent quand même que la veille citoyenne se fasse, que la presse continue à jouer son rôle de veille, de sorte, comme je l'ai dit, le terrorisme, la guerre, pour gagner le terrorisme, il faut des moyens. Et ces moyens proviennent d'où? Justement, des ressources de l'État, à travers la collecte des impôts, etc. Et donc, comment ces ressources-là peuvent être gérées pour nous permettre d'avoir justement assez de moyens, surtout que nous sommes dans un contexte où nous parlons plus de souveraineté et donc des portes peuvent se fermer à l'international. Comment faire de la mobilisation endogène de ressources dans ce contexte difficile? Et donc, quand les ressources sont maigres, il faut les gérer efficacement. Et je pense qu'à ce niveau aussi, il faut qu'on permette à la presse de continuer à voir clair dans la gestion des ressources, de sorte à permettre au pays de continuer à avoir les ressources nécessaires pour mener ce combat. Sinon, si on ferme l'œil également et qu'on donne un blanc-seing à l'autorité, on ne sait pas où on nous amène. Ça sera compliqué par la suite. D'accord, il vient de nous rejoindre en plateau. Idriss Ouedraogo est avec nous. Idriss Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. D'accord. Merci de nous avoir rejoints en plateau pour parler donc de cette actualité, à savoir donc la liberté de la presse qui est célébrée partout dans le monde aujourd'hui. Alors nous étions en train d'aborder donc la réalité même de la liberté de la presse aujourd'hui au Burkina Faso. Déjà pour vous, est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou bien la liberté de la presse au Burkina n'est pas ce que on a constaté depuis plusieurs années?
Je m'excuse déjà pour le retard. Et c'est un sujet opportun, d'autant plus que c'est à l'ordre du jour, non seulement à l'occasion de cette journée commémorative, mais en même temps aussi parce que les questions liées à la presse s'invitent à tous les débats. Alors, le constat est net que déjà, il y a des éléments qui permettent d'apprécier qu'il y a une existence de la presse avec des professionnels et un nombre de médias conséquents qui font qu'on peut apprécier ce qui se passe. Oui. Maintenant, même de manière endogène, tous les journalistes ne sont pas à la même enseigne, tous les médias ne sont pas à la même enseigne. Donc ça saute aux yeux qu'il y a un petit creux entre l'idéal de situation et la réalité. Mais toujours est-il qu'on n'est pas une exception et une nation comme les autres où beaucoup de choses existent dans presque tous les domaines. Ce n'est pas satisfaisant, on cherche à améliorer. Maintenant, au moment de la remise en cause qui est indispensable pour l'amélioration, on a des appréciations diverses. Je pense un peu que ça coince avec les journalistes parce qu'apparemment, pour ce que j'ai comme retour, le mea culpa n'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, pour moi, s'ils sont d'accord qu'il y a des choses qu'on peut revoir, c'est humblement. Ce n'est pas parce qu'une chose est à revoir que lorsque c'est prononcé par tierce personne, il y a un problème. On écrit pour le public. Le public, oui. Quand le public a des observations, le minimum, c'est d'écouter, décortiquer, analyser, comme c'est d'ailleurs même le travail habituel des journalistes, et puis comprendre. Mais je n'ai pas l'impression qu'on pose le débat, si bien que ça donne une impression forte de ce qu'il y a un rejet, une remise en cause de la pratique journalistique, ce qui est loin de là. Et il faut rendre hommage à tous les prédécesseurs qui ont travaillé à ce que ce soit à ce niveau-là. Il faut rendre aussi hommage à l'ensemble des autorités qui sont succédées pour qu'on ait quand même un cadre légal appréciable. Maintenant, la question reste toujours là. Comment on sort de là? Est-ce que c'est toujours en se remettant en cause? Est-ce que c'est en fermant les portes? Mais je crois que vous faites bien de convier et bon, on pourra donner des avis dessus. Oui, alors vous étiez en train d'expliquer un peu qu'il faut que la presse soit quand même ouverte pour souvent aussi écouter donc, son public. Mais l'autre question qu'aujourd'hui, que cela soulève, est-ce que tout le monde est habilité ou bien qui sont ceux qui peuvent critiquer le travail du journaliste aujourd'hui? Parce que quand on regarde sur la place publique, chacun se lève, chacun dit ce qu'il pense de ce que le journaliste fait comme travail. Finalement, c'est qui est appelé à critiquer ou du moins à dire ce que le journaliste fait comme travail est professionnel ou pas? Alors, c'est une très bonne question parce que peut-être qu'on aurait dû commencer par là depuis le début des débats et pas aujourd'hui. Qui est habilité à regarder. Vous savez qu'à l'université ou dans les écoles de formation, les plus éminents professeurs ne sont pas forcément de bons journalistes. Donc il y a des gens qui connaissent le métier, mais qui ne l'exercent pas. C'est enseigné jusqu'à la thèse aujourd'hui, ces métiers-là. Donc en termes de connaissance des rouages, des techniques, en termes même de discipline qui aborde la question média, il y a énormément. Je sais que c'est une spécialité de la sociologie, où il y a la sociologie des médias, où on n'a pas besoin d'être journaliste du tout pour aller à fond sur ces questions-là. Ça va être difficile qu'on dise à un sociologue spécialiste des médias, qui étudie toutes les implications des médias, les genres, ainsi de suite, depuis des années, qui n'a aucun droit de regard dessus. Quand un professeur à une universitaire, ou même à un spécialiste des lettres modernes, spécialisé dans la construction des phrases, dans l'analyse, qui n'a pas droit de regard. Mais plus loin, et pour ne pas découdre, il y a d'autres sciences comme le management. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de la gestion des médias qui ont un regard sur l'équilibre qu'on peut avoir à l'intérieur entre le contenu, comment on vend les contenus, ainsi de suite. Les partenaires privilégiés qui se constituent, par exemple, une bonne partie de l'économie des médias, sans lesquels il n'y a pas de médias, c'est les publicitaires qui apportent donc des ressources, en fait. Ils ont un droit de regard là-dessus. Sans compter que la plupart des journalistes ont fait tronc commun avec des gens qui sont aujourd'hui dans la communication dans d'autres secteurs. Ils ont les mêmes bases en quelque sorte. Mais, donc ce que je voudrais dire, pour terminer, on n'écrit pas, le journaliste n'écrit pas pour lui-même. À la limite, il n'écrit même pas pour son organe. Il écrit pour un public. Quoi qu'il en soit, que le public ait tort ou pas, qu'il ait le niveau ou pas, il appartient à ceux qui émettent le message
de comprendre les réactions. Parce qu'on écrit pour un but. Vous savez que c'est paradoxal, mais quand il n'y a pas d'objectif, celui qui s'exprime sans objectif, on le prend pour un fou. Il dit seulement et puis il s'en va sans tenir compte de l'impact. Non, oui. C'est une interaction. Donc, il a un objectif en écrivant. Et l'objectif, c'est le public. C'est classique qu'on écrit pour son public. Dès lors qu'il y a des réactions, pour moi, le minimum, que ce soit compris ou pas compris, c'est qu'on analyse, qu'on décortique. Je prends le cas de votre média, je m'excuse d'avoir gardé un peu la parole pour ça. Aujourd'hui, j'ai suivi 2 de vos émissions, des interactions avec le public, en français et en moré. Le minimum, qu'on partage la vie ou pas, c'est de faire la synthèse de tout ça, qu'on puisse travailler pour comprendre. Ma seule préoccupation, c'est qu'on semble disqualifier d'autres personnes qui ne sont pas journalistes à jeter un regard dessus. Et ça, on ne fait qu'empirer la crise. D'accord. Alors, Aubin Guébré, je suis la même question. Non, oui, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à la presse. Dit qu'elle n'est pas ouverte à la critique, perméable à la critique, je ne pense pas. Je pense que, comme il a dit, les sciences de l'information et de la communication, ce sont des sciences carrefour. Oui. Oui, à l'université, vous verrez que vous aurez des sociologues, des juristes qui enseignent au département communication et journalisme, par exemple. Donc, ce sont des sciences carrefour et c'est un domaine très ouvert. Vous verrez aussi qu'au Burkina, il n'y a pas que des journalistes de formation qui exercent ce métier. Il y en a qui n'ont pas fait d'école de journalisme, mais qui sont de belles plumes également. Donc, pour dire que c'est quand même un domaine ouvert, il parlait tout à l'heure de l'interaction avec le public. De plus en plus, vous verrez que dans les conférences de rédaction, en tout cas au niveau de ma rédaction, on le fait, il y a une revue justement des réseaux sociaux, des interactions sur notre page. On en débat en conférence de rédaction et puis on essaie de tirer des enseignements. Il y a des choses qui sont dites là-bas, qui sont fondées. Et aujourd'hui, ce qui est conseillé d'ailleurs, je viens de finir un livre sur le numérique, le journalisme digital, c'est recommandé. Ces interactions permettent aux journalistes justement de s'améliorer, mais également de trouver d'autres perspectives en termes de sujets à développer. Je pense que sur ce coup, il n'y a pas de débat. C'est un faux procès de dire que les journalistes ne sont pas ouverts. Maintenant, je pense que c'est le contexte qui crée cette situation aujourd'hui où on voudrait que la presse aille dans un sens. Je pense que le débat, c'est beaucoup plus un débat sur la ligne éditoriale et non sur le professionnalisme aujourd'hui de la presse. C'est surtout cela. Et c'est un débat qui est ouvert. Le contexte est là, mais j'ai toujours dit que qu'on soit en temps de crise ou pas, je pense que les règles du métier, quand un journaliste est professionnel, respecte les règles d'éthique et de déontologie, je pense qu'on, même en temps de crise, il faut rester. Il fait son travail convenablement, sans entrave justement à ce contexte qui voudrait qu'on permette aussi à ceux-là qui sont engagés sur le front. Aubin Guébré, avec... Les textes sont suffisants. Les textes sont suffisants. Ils parlent effectivement, le dernier censeur, ou le plus grand, c'est le public. C'est le public qui vous juge, puisque derrière ce qu'on fait, on a une enquête d'audience, et c'est ce public-là qui constitue l'audience, et justement, naturellement, qui est de plus en plus, avec Internet aujourd'hui, a un regard beaucoup plus raffiné, très exigeant. Oui, très exigeant, et de plus en plus est un fait connaisseur du travail des journalistes. Ça, il n'y a pas de débat, on l'accepte, et je pense que c'est un plus pour les journalistes, parce que désormais, vous savez qu'il y a un public qui connaît le travail et qui peut apprécier votre travail. Ça vous permet de mettre plus de rigueur et de plus d'énergie pour faire un travail professionnel. Je pense que le débat est moins à ce niveau. Le débat, le problème ici, c'est que on reproche des choses à la presse. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on malheureusement ne sait pas la presse, exactement voilà. Qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce contexte précis. Je pense que parfois, on est trop aérien dans ce qui est reproché à la presse. C'est pas pratique. On veut vraiment qu'on soit plus concret, basé sur la réalité, sur des exemples précis. Ça permet de mieux apprécier et justement de faciliter cette remise en cause pour justement un journalisme plus professionnel dans ce contexte de crise. Alors, Aubin Guébré, je vous relance sur la même question. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme menace, tout ce qu'on a comme liberté d'expression qui tend à être un peu restreinte, qu'est-ce qu'on reproche aux journalistes aujourd'hui concrètement dans l'exercice même de leur profession? Ce que moi, ça c'est mon analyse. Hein. Ce que je vois, je constate, c'est qu'il y a une partie de l'opinion qui pense qu'on devrait faire ce qu'on appelle du journalisme d'accompagnement, parce qu'on est en contexte de crise. Voilà. C'est un peu
comme ça que j'interprète la chose. C'est l'impression que vous avez. Voilà, l'impression que j'ai. Ok. Peut-être qu'ils ne se font pas bien comprendre, oui. Mais l'impression que j'ai et l'analyse que je tire de ce que j'entends ça et là, c'est qu'on voudrait que la presse dans son ensemble fasse de l'accompagnement vis-à-vis des autorités de la transition. Sinon, comme je dis, vous ne verrez pas un média au Burkina qui rame à contre-courant de la dynamique de lutte. Tout le monde est unanime que cette crise, on doit en sortir parce que la presse, c'est avant tout des entreprises. D'où vient justement cette confusion-là? Si aujourd'hui les journalistes font leur travail exactement, mais on a l'impression qu'il y a un souci entre la transition aujourd'hui et puis les médias. Attention, je ne dis pas que la presse dans son ensemble elle est professionnelle. Ça aussi, comme il a dit, on doit pouvoir se remettre en cause. Rien que ce matin, je voyais justement une remise en cause de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, sur justement une sortie donc, du contrôleur général, et donc qui a estimé que le compte-rendu fait de ce qui a été dit n'est pas exact. Ça, c'est un problème. Si ce n'est pas exact, c'est un problème. Et ce média doit pouvoir se remettre en cause. Je suis parfaitement d'accord que dans toutes les entités, que ce soit dans le secteur de la communication, oui. Il y a toujours des acteurs qui ne font pas convenablement leur travail. Il doit falloir les interpeller. C'est pour ça que dans ces entités aussi, il y a des organisations qui font ce travail. Dans le milieu de la presse, il y a l'Observatoire burkinabé des médias qui est là et qui doit pouvoir agir. Il y a le CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui doit pouvoir agir quand il y a des manquements. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser ces institutions-là jouer leur rôle. Le public peut avoir son mot à dire aussi, mais ces institutions doivent pouvoir faire le travail de régulation pour que, justement, ceux-là qui s'écartent des règles du métier puissent rentrer dans les rangs. Pour le reste, je pense que la liberté de la presse, elle est importante. Il faut laisser la presse faire son travail, mais lui demander d'être professionnel. Je pense que ça ne peut pas être une entrave à la dynamique de lutte. Il faut qu'on soit clair sur ce coup et ne pas forcément vouloir à dessein demander à la presse d'aller dans un sens. Je pense que, et puis, j'ai l'impression que même ceux-là qui disent ça, on recentre les choses sur la personne. J'ai l'impression qu'à la limite, c'est comme si on demande de faire dans le cul de la personnalité. Et je pense que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. On a des forces de défense et de sécurité qui sont sur le front de la lutte. C'est ceux-là qu'il faut véritablement valoriser, l'action sur le terrain, les encourager. Ça doit pouvoir se faire au niveau de la presse et je pense que ça se fait. Il y a des productions, suffisamment de productions. J'entends parfois aussi dire que les journalistes doivent aller au front au lieu d'être assis à Ouagadougou. Pourtant, il y a suffisamment de production de terrain. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a cette loi de 2019 qui empêche aussi les journalistes parce que désormais, vous ne pouvez pas prendre des images de terrain, des théâtres, des opérations et diffuser. La loi condamne cela. On ne peut pas le faire. Il y a des restrictions. Il y a des restrictions, il faut aussi que les gens comprennent cela et que la presse a envie de faire des choses dans ce sens, mais ce n'est pas toujours aisé. Je me souviens par exemple de ces transporteurs qui nous ont interpellés à Boulsa, justement qui devraient pouvoir faire livrer les populations de Bourzanga et de Djibou en vivres. Ils ont fait plus de 4-5 mois là-bas, et donc à Kongoussi, ils nous ont interpellés sur le fait que dans les camions, des vivres seraient en train de pourrir et que ce n'est pas intéressant. Pourtant, ils ont envie justement d'apporter les vivres à ces populations en détresse. Nous avons envoyé un reporter sur le terrain qui a fait le reportage depuis mi-février. Il est revenu, bon, on a regardé le contexte, on s'est dit, peut-être en diffusant, on met peut-être en danger justement, on donne des positions de ces cas qui devraient aller livrer. Ça peut être un risque pour eux. Mais ce sont des réalités difficiles que ces transporteurs-là vivent. Et certains sont obligés de replier sur Ouagadougou parce qu'ils vous disent qu'en 2-3 mois, ce sont des millions que je me fais au lieu d'être là, à vouloir coûte que coûte sauver des populations. Mais on a dû attendre jusqu'en mars, fin mars, pour que les FDS arrivent finalement à faire le convoi pour permettre à ces populations donc d'avoir leurs vivres. C'est à partir de là on a dû prendre les images d'arrivée
des vivres à Bourzanga et à Djibo pour pouvoir justement finalement faire le travail. Donc, il y a des restrictions qu'on se fait, il y a de l'autocensure qui sont faites, mais parfois il y a l'impression qu'on ne comprend pas cela. C'est peut-être aussi un travail d'éducation aux médias qu'il faut faire aussi à une certaine partie de l'opinion pour qu'elle comprenne assez suffisamment toute la pertinence et tous les efforts que la presse burkinabé fait. Alors Idriss Ouedraogo, vous êtes un homme de la communication. Voilà un exemple palpable sur souvent l'effort qui est fourni par les journalistes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes rament à contre-courant de ce que la transition veut. On tire à boulet rouge même sur certains journalistes, leur manière d'écrire et leur manière même de faire certains reportages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous reproche exactement, vous, en tant que communicateur? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour moi, c'est justement ce débordement de leur métier fondamental. Quand vous dites débordement, c'est... Oui, je vais m'expliquer. Aubin, justement, expliquait qu'il n'y avait pas que c'était un procès d'intention. Je veux bien. Il y a quelques mois ou quelques années, la question de la pratique du journalisme n'était pas sur la table. Dès lors que c'est là, c'est qu'on ne l'a pas épuisé. Et aujourd'hui, contrairement aux autres acteurs, c'est eux qui sont là, c'est à eux d'expliquer. Parce que c'est leur métier de faire expliquer ça. Dire d'une part qu'il c'est un procès d'intention et reconnaître qu'il peut avoir des faiblesses, qu'il peut avoir des difficultés, moi je voudrais bien. Justement, on choisit de manière sélective, d'une manière arbitraire, les sujets qu'on doit aborder, les sujets qu'on ne doit pas aborder. C'est ça déjà le problème. Ne pensez pas que devant l'écran, celui qui regarde ou ceux qui lisent les journaux, comme il l'a dit, ils sont d'un certain niveau, ils comprennent. On ne peut pas d'emblée dire, sur le professionnalisme, il n'y a pas de problème. Non, personne n'a dit ça. Mais c'est ce qui est en train de... Le drame, justement, c'est qu'on veut généraliser. C'est la généralisation, le problème. Personne ne conteste qu'il y a des... Non, ça c'est des généralités. On va laisser, il va aller au bout de ces... Par exemple, quand on dit qu'ils sont très professionnels, habituellement ici et ça. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour avec l'autorité de régulation, on s'est rendu compte qu'il y a une faute professionnelle. Pratiquement tous les journalistes passent à côté. Pratiquement, je n'ai pas vu de critique des journalistes sur ce manquement-là. Je veux dire, on trouve que c'est un détail. Mais à la vérité, c'est cette même accusation qui est reportée sur les autres faits liés à la guerre. On ne les trouve pas objectifs et justes en eux-mêmes dans le traitement de ces choses. Je vous dis quelque chose de très sérieux. Ils sélectionnent, en même temps qu'ils considèrent qu'il y a une généralisation dans les accusations, mais en même temps, il y a une généralisation dans la bonne foi de tous les journalistes. Sur quelle base? On ne peut pas généraliser des médias qui ont des lignes éditoriales différentes, qui ont des actionnariats différents, qui ont des professionnels différents. Je veux dire, il faut être juste dans le débat. Si on veut déjà une entente, pouvoir écouter les populations ou les critiques, c'est être équilibré là-dessus. Autant vous trouvez qu'il y a... C'est pas que vous trouvez, autant toutes les critiques ne sont pas fondées, autant toutes les défenses ne sont pas fondées. Maintenant qu'ils choisissent des sujets à débattre, je trouve qu'il y a un problème là-bas. Sur la ligne éditoriale, prenons les 3 étapes même du travail journalistique pour être synthétique. Il y a le traitement de l'information, il y a le recueil d'informations, son traitement et sa diffusion. Dans le traitement de l'information, Dieu seul sait combien de disciplines traitent l'information. Plus corsé, quand vous prenez les archéologues ou les historiens, ils traitent de l'information où il n'y a même pas de preuves aujourd'hui. La qualité ou les statisticiens, les capacités de recueil d'informations et de traitement ne sont pas exclusives aux journalistes. Quand on dit qu'il y a une critique sur le traitement de l'information ou des genres précis, pour moi, partout où on amène le débat, le minimum c'est de l'ouvrir. Mais pour moi, il a fermé toutes les portes à la limite du débat. Il a ouvert ce qui les arrange sur l'alignement. Je dis en tant que professionnel de la communication, on ne peut pas demander à un journaliste de l'accompagnement. Il sait très bien que depuis bien longtemps, je lutte contre cela. Mais il ne peut pas imposer en même temps son point de vue que ça ne va pas avec l'opinion parce qu'on parle d'accompagnement. Personne ne parle d'accompagnement. Mais c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Et justement ce que je vous reproche, ou je vous reprocherais, parce qu'en fait les médias n'appartiennent pas aux journalistes. En général, il y a des gens qui ne sont même pas journalistes qui ont tous leurs intérêts dans les médias. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est cette incompréhension.
Pourquoi en même temps vous avouez que vous ne savez pas ce qu'on vous reproche, mais en même temps vous ne voulez pas qu'on ouvre des débats? Moi, je voudrais qu'on ouvre des débats sur des questions bien précises. Par exemple, une ligne éditoriale, c'est quoi? Une déontologie, c'est quoi? Je ne suis pas de ceux qui disent notre déontologie. Non, la déontologie, tant qu'il n'y a pas de débat, on peut passer dessus. Mais tant qu'il y a un débat, il faut qu'on dise ce que c'est que la déontologie, à quoi ça sert, ses implications, pour qu'on se comprenne. Mais si vous voulez qu'on dise, à cause de la déontologie en avance, il y a un problème. Je vous donne un exemple. Dans le milieu de la santé, les médecins ont leur déontologie, les infirmiers, les sages-femmes, il y a un autre corps encore dedans. On ne peut pas généraliser les journalistes et protéger tout le monde à la fois. Mon seul souci majeur, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Tout ce qu'il y a comme observation, acceptable ou pas acceptable. Et pourtant Aubin Guébré l'a souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des publications, il y a aussi certains commentaires qui guident souvent sur le choix de certains sujets. Aujourd'hui, pratiquement toutes les rédactions le font. Maintenant, ce que je voudrais dire, le retour d'information, ce n'est pas du journalisme. On est d'accord dessus. Vous savez que classiquement, on a toujours dit, hein, l'information, c'est émetteur, message, récepteur. Quand il y a le retour du récepteur à l'émetteur, là, on parle du feedback et c'est là qui définit la communication. En prenant en compte les autres choses, on ne fait plus du métier du journaliste. Le journalisme, là, c'est ça. Maintenant, en le prenant, on prend en compte d'autres considérations qui ne sont pas endogènes au journalisme. C'est ce que je suis en train de répéter. Oui, mais ça enrichit, mais ce n'est pas ça le métier du journaliste. Le journaliste... Personne ne dit ça. En fait, non, ce que je veux dire, si vous ne remettez pas ça en cause, moi j'aurais voulu qu'on sorte de la passion et qu'on pose ces problèmes-là. Non, il n'y a pas de la passion, monsieur. En fait, je pense qu'il y a de l'exagération. Mais voilà, je voudrais qu'on sache où il y a l'exagération. Parce qu'on généralise tout. Non, pour moi, lorsque un analyste ou un auditeur, même pas instruit, qui dit il y a telle chose que je n'apprécie pas, on n'a pas à répliquer. Voilà, c'est la même chose. Hein. Il faut l'éducation aux médias, on ne nous comprend pas. Pour moi, ça, c'est une belle fuite. On se met toujours dans sa bulle. Tant qu'il y a un problème, il faut ouvrir. C'est ma préoccupation. Oui, maintenant, où ouvrir, j'aurais souhaité qu'il y ait des cas précis où on puisse ouvrir. Pourtant, il y a suffisamment eu de cadres de débat sur le sujet. Depuis que la crise est installée, depuis 2016, pratiquement, régulièrement, il y a du débat. Je ne sais plus finalement. Il y a même une rencontre avec la transition. Qu'est-ce qu'on souhaite finalement? C'est pour ça, je dis, peut-être qu'il faut, pour ceux-là qui reprochent des choses à la presse, c'est peut-être les définir de façon concrète. Je trouve que le débat, il est trop aérien. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a du mal à comprendre. Ce n'est pas basé sur des faits concrets qui permettent de mesurer, justement, de dire, attention, je viens de dire tout à l'heure, par exemple, qu'un média, ce matin, l'autorité supérieure s'est plaint d'une production de presse qui n'aurait pas relaté exactement l'information. Ça, c'est une faute professionnelle. Ça, par exemple, c'est concret. Je voudrais qu'on aille sur des exemples concrets de ce genre qui permettent de mesurer justement les fautes professionnelles et de faire cette remise en cause. Je ne pense pas qu'il y ait ce média ou ce journaliste qui soit contre ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on veut créer du débat là où il n'y a pas de débat forcément. C'est peut-être, c'est mon appréhension, c'est ma compréhension des choses. Et c'est sans cela que c'est gênant. On a l'impression qu'il faut coûte que coûte mettre le doigt sur le travail de la presse. Il faut porter l'accusation sans forcément dire de façon concrète c'est quoi exactement le problème avec les productions de presse. Encore une fois, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs d'activité, il y a des manquements. Il y a des manquements naturellement. Dans la presse, c'est vrai que le travail de la presse est sensible. Il faut faire plus attention. Et je pense qu'encore une fois, l'instance de régulation est là pour faire ce travail aussi. Le public aussi est là pour observer et apporter son avis. C'est ce que le public fait. Oui, mais personne n'est contre ça. Non, mais justement, vous êtes contre ça, puisque vous ne comprenez pas. Personne n'est contre ça. Non, ce que je veux dire... Entre ne pas comprendre et être contre, je pense que c'est différent. Non, c'est la même chose. Je m'explique. Si c'était important, vous ferez ce que je recommande. C'est-à-dire, j'ai pris des cas précis ici. Les émissions interactives de la journée d'aujourd'hui, on analyse tout ça. À la limite, on rencontre ces personnes et on essaie de creuser. Ça,
quand on est dans la disposition que c'est une accusation à tort, on ne les comprend pas, mais bien entendu, on va passer là-dessus. Je termine. Non, s'il est fait, il y aurait une solution. Je ne sais pas que... Je ne comprends pas qu'il soit fait. Régulièrement, on reçoit des téléspectateurs, des auditeurs dans les rédactions qui apportent des critiques. On discute ensemble. Et allons plus loin, parce que pour moi, si vous le faites... C'est comme les acteurs politiques qui aujourd'hui se sont empressés de recevoir tous les corps pour attraper le gap de communication. Ils sont en train de gérer quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Pour moi, je m'attendais à quelque chose de pareil. Je vais plus loin. Parce que là où on est en train de tourner et où on ne veut pas poser le problème, et je donnais les généralités là-dessus, c'est par exemple sur la liberté d'opinion. Sur ce que vous-même appelez accompagnement, pour moi ce n'est pas l'accompagnement, c'est l'angle d'attaque des événements liés à la guerre. Je considère que les journalistes, leur argument principal, c'est qu'il y a un métier multiséculaire qui ne peut pas changer ses règles du jeu. Ça, il faut le mettre en débat. La difficulté pour moi, c'est qu'on ne veut pas mettre ces sujets-là à débat. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on choisit les sujets à débattre. Est-ce qu'un journaliste dans la guerre continue d'être journaliste ou bien il a un parti pris dedans? Pour moi, on ne peut pas évacuer ça derrière la déontologie ou derrière le fait qu'il y a un métier qui a ses règles, ainsi de suite. Ça pose problème. Tant qu'on va passer dessus, sans donner argument contre argument, et comme je l'ai dit, même sur la déontologie, qu'on dise ce qu'il y en a, ce qu'il en est, quel est l'article qui empêche le journaliste d'avoir telle position ou telle autre position? Et ça, pour moi, peut-être je fais le médiateur. Parce qu'en vérité, c'est les points de vue des auditeurs, des lecteurs, là, que je cherche à comprendre et je ne comprends pas en face des gens qui écoutent ou qui reçoivent. Si on recevait, on devait aller à une autre étape. Ce que le public ignorant, qui ne connaît rien des règles, là, exprime, on doit pouvoir traduire ça. De manière globale, ils considèrent que les journalistes sont insolubles en quelque sorte, ils sont dans un imperméable. Les questions liées à la guerre ne les intéressent pas. C'est le principal reproche. Malheureusement, on dit qu'on ne pose pas cette question, on l'attend. On va nonobstant avancer ce débat, parce que c'était... Je pense que s'il y avait peut-être des productions en termes de... S'il y avait de la recherche qui était faite depuis que la crise s'est installée sur les productions de presse depuis le début à maintenant, je pense qu'objectivement, on doit pouvoir reconnaître que les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Même dernièrement, vous aurez remarqué que même au niveau des médias, de plus en plus, il y a une tendance, et parfois aussi, une partie de l'opinion nous le reproche également. Oui. Voilà. D'être trop complaisant vis-à-vis de la gouvernance. Ça aussi, on l'entend. Oui. Parce qu'on donne l'impression que c'est pratiquement tous les Burkinabés qui sont le média a déjà une position. C'est pas vrai. Il y a des Burkinabés aussi qui nous en veulent, qui estiment que la presse ne reste pas dans son rôle. Et ça, ce n'est pas intéressant dans justement cette dynamique parce que, encore une fois, on ne peut pas présager de où nous mènent les autorités actuelles. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas connaître les vraies intentions. Parce que quand on gère le pouvoir d'État, on fait de la politique. Et ça aussi, il faut que la presse reste vigilante pour effectivement faire de la veille pour savoir dans la conduite des choses. Ça aussi, il faut l'admettre. Mais je pense que ce ne sont pas les règles du métier qui changent. C'est beaucoup plus, pour moi, la responsabilité sociale qui doit être plus accrue, plus approfondie dans ce contexte précis. Et je pense que c'est le cas. Personnellement, je pense que c'est le cas, même si on pense qu'on peut faire mieux. D'accord. Aubin Guébré, on va évoluer dans nos échanges de ce soir. On nous fait signe pratiquement. Il nous reste quelques temps pour terminer cette émission. Alors, la question que je vous pose, jusqu'où peut prendre fin donc la liberté de presse des journalistes? Non, elle ne prendra pas fin. Elle ne prendra pas fin. Je pense que la presse va continuer à jouer un rôle. Je pense que c'est important que la presse... Parce qu'au-delà du fait qu'on soit des journalistes aussi, nous sommes des citoyens. Oui. Est-ce que la liberté de presse qui est l'un de nos principes, est-ce qu'on doit tout le temps l'exploiter, peu importe la situation qui se présente à nous? Non, je pense que le contexte
effectivement, faire en sorte qu'il y a de la régulation par rapport à cette liberté. Ça, au moins, c'est clair. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure d'une production qu'on a eu à faire en février, qu'on a dû attendre plus d'1 mois après, avant diffusion. C'est parce qu'on est conscient du contexte et des enjeux. Et donc, je pense qu'en fonction de l'évolution des choses, de la crise, forcément, cette liberté sera régulée justement au fur et à mesure. Donc, ça, c'est indéniable. Je pense que on a quand même suffisamment de journalistes aussi assez responsables, parce que parfois aussi quand on pense, on a l'impression qu'il y a de l'irresponsabilité totale dans ce corps de métier. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut aussi accompagner la presse. Je ne demande pas voilà, cet accompagnement qu'on demande du côté de l'exécutif, mais c'est de comprendre aussi qu'il y a des efforts qui sont faits, même si on pense qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a des efforts qui sont faits. Je pense qu'il faut être dans le positif et admettre aussi qu'il y a de la qualité aussi de production dans cette presse, dans ce contexte de crise qui comprend les enjeux et qui a envie aussi de mettre en lumière les efforts qui sont faits par nos forces de défense et de sécurité et qui espèrent, qui souhaitent que très rapidement cette crise prenne fin. Alors, Idriss Ouedraogo, l'accompagnement dont on fait à plusieurs reprises, est-ce qu'il ne faut pas définir exactement le contenu de l'accompagnement qui est attendu de la presse aujourd'hui? Oui, absolument. Moi, s'il le faut, naturellement, s'il faut je suis gêné quand on parle d'accompagnement, parce que les métiers ne se respectent pas. Il y a les journalistes qui doivent continuer de faire leur travail. Ils n'ont pas à transverser cela. Maintenant, il y a la communication de l'autorité qui doit être structurée, robuste, de sorte qu'il n'y ait pas de jeu de flottement qui permette aux journalistes de sortir de tout ça. C'est un jeu à deux. Bon, maintenant, lorsqu'il y a une lacune quelque part, ça se voit. Donc, pour moi, effectivement, je ne partage pas la question d'accompagnement. Il y a des relations publiques, des relations presse qui sont ordonnées. On sait ce que chacun doit faire dans ce jeu-là. Maintenant, quand tu sors de ce jeu, on sait comment s'y prendre avec toi. Mon vrai problème, c'est que chacun des métiers déborde et se plaint des bouts de débordement. Sinon, tant que ça marche bien, tant que le public apprécie, il n'y a pas de souci. Remarquez qu'on a la peine à aligner 15 noms de journalistes qui sont remis en cause, alors que la profession en compte combien? Il y a des choses précises que les gens ne veulent pas. Et ces choses-là, ces personnes en question sont connues. Le nombre de médias qu'il y a au Burkina, ceux qui sont indexés, ne représentent pas 5%. Maintenant que toute la corporation refuse de poser le problème et viennent systématiquement justifier... Est-ce que c'est un refus de poser le Non, moi je ne comprends pas parce que justement, ils ne permettent pas. Je prends le cas d'Omega. Omega est pratiquement le média symbole de la résistance populaire. Il y a eu des mouvements extraordinaires vis-à-vis d'Omega parce qu'en ce moment-là, avec le public, son public, il y avait une cohésion. Maintenant, quand il y a un problème, partout où il y a la crise, on identifie et puis on enlève les éléments qui évitent la jonction. Véritablement, tant que les publics ne vont pas vous accepter, ce n'est pas au public de faire un effort. C'est aux acteurs qui initient la communication. Par exemple, le journalisme, à la limite, c'est les promoteurs et les journalistes qui sont venus avec une offre. Le public l'accepte ou ne l'accepte pas. Quand il y a un problème, on le remet en cause. Parce quand vous parlez du public, ce n'est pas tout le public aussi qui est contre. Oui, mais quand ce n'est pas significatif, on ne s'en occupe même pas. Quand ce n'est pas significatif, ce n'est pas une question majeure. Lorsque ça occupe les espaces, parce que la preuve c'est que... On attend toujours les statistiques sur ces questions-là. Oui, mais c'est la même chose. Ce que je disais un peu, là on cherche un peu des statistiques, des études. Oui. Mais quand on dit par exemple que l'essentiel des Burkinabés supportent les étalons, on trouve que c'est acquis parce que ça saute aux yeux. Quand on dit que la jeunesse adulte Sankara, personne ne demande des statistiques. Quand on dit que Omega a été la radio adulée de la population pendant l'insurrection, personne ne demande les statistiques. C'est justement, ce sont ces aspects-là où, au moment d'ouvrir le débat, on est en train de le fuir. Pour moi, ce n'est pas à charge contre les journalistes. Là, le seul reproche, c'est qu'on dise c'est une activité comme toutes les autres. Et je rappelle encore une fois, sur la base des textes, que la loi dit qu'une entreprise de presse est une unité économique.
Ça commence par là. Si c'est une unité économique, par rapport à son modèle économique, lorsqu'il y a un problème avec la rentabilité, parce que c'est le public qui fait la rentabilité du média, on accepte d'ouvrir le débat. Vous ne pouvez pas continuer de fuir le débat. Véritablement, pour moi, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut satisfaire tout un public aussi quand on sait qu'il y a des règles du média? Encore une fois, il y a des moments où la foule n'a pas forcément raison. Exactement. Je ne veux pas confondre une foule aussi à un peuple. C'est des notions aussi, à un moment donné, il faut que les chercheurs fassent la nuance aussi, fassent un travail. Ce que je veux dire aussi, c'est que, encore une fois, personne ne refuse le débat. Je voudrais aussi qu'on puisse poser le débat sur la communication gouvernementale. C'est important parce que ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Un impact direct sur le travail des journalistes. Oui, absolument. Ça aussi, ça doit être posé, ouvert, parce que là aussi, le gouvernement, c'est carrément le une fermeture. Et ça aussi, ça pose. Je voudrais pouvoir qu'on pose. On a le cas, par exemple, du Conseil des ministres. En ouvrant ce débat sur la communication gouvernementale, peut-être par ricochet, ça peut aider à régler le problème. Mais c'est là-bas le cœur. Je peux me permettre de dire que, pour moi, on est en train de s'intéresser au débat mineur. Puisque le problème n'est pas un problème de journalistes en vérité. C'est l'État qui organise toute la communication avec la place des journalistes à l'intérieur. Maintenant, il faut revenir à toutes ces choses-là. Pendant longtemps, on a pris des aphorismes en fait pour des règles de la profession. Par exemple, dire que le journaliste cherche la vérité pendant que le communicant veut se cacher, ce n'est enseigné nulle part. C'est même faire injure à des professeurs agrégés qui ont passé leur vie en communication. La communication n'est pas du mensonge. Et ça vient surtout de la part des journalistes. Ils ne peuvent pas rester sur ces préjugés. Il faut l'enlever. Non, je voudrais dire, ces deux métiers réglementés, personne n'est un démon. Personne ne se forme pour cela. La preuve, c'est qu'ils sont les uns les autres du même métier. Jusqu'à preuve du contraire, le journaliste n'a pas une autre famille que la famille de la communication. Ils appartiennent à cela. Jusqu'à preuve du contraire, 99% des responsables communication sont issus du journalisme. Et c'est justement cela. Vous ne pouvez pas critiquer la communication gouvernementale pendant qu'avant d'être arrivé là-bas, vous avez passé tout le temps à critiquer, à remettre en cause, à vous éloigner des principes de base de la communication. Et du coup, vous êtes parachuté à un peu. Bon, vous accédez à un poste, oui, vous accédez, puisqu'ils en ont la formation. Mais ils se sont éloignés de la pratique, de sorte qu'il y a deux personnes qui ne se comprennent pas. De l'autre côté, des anciens collègues qui semble être resté pur et sain, et d'un autre côté... Je pense que c'est le public qui a le dernier mot. Le mot du public est déjà connu. Non, c'est pas connu, malheureusement. Vous avez dit que c'est une entité économique. Je pense que la presse, en tant qu'entité, quand un organe de presse va se rendre compte que son public, son audience ne le suit plus, peut-être qu'il changera de vision éditoriale. Donc, peut-être que si un média persiste dans sa vision éditoriale, c'est que son audience le suit également. Ça aussi, c'est une vérité. Je voudrais au passage aussi reconnaître qu'aujourd'hui, on a affaire aussi à des laboratoires de fabrique d'opinion sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité. Avec des cyberarmées dressées aussi pour servir des causes. Ça aussi, on le sait. Parfois, j'ai l'impression aussi que c'est pour ça que je prends toujours de la recherche. La crise devrait nous permettre justement à la recherche dans tous les domaines, sur le digital, par exemple. Il y a de la recherche à faire parce que de plus en plus, j'ai l'impression que les dirigeants ont tendance à penser que l'opinion est dans les réseaux sociaux. Oui. Alors que les chiffres, les statistiques en matière d'accès à Internet et d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, c'est connu. Un peu plus autour de 2 millions. C'est pas le peuple. Donc, il faut aussi qu'on fasse la nuance parce que j'ai l'impression qu'il suffit que sur un post concernant un média, il y a peut-être 50 commentaires défavorables qu'on pense forcément, et peut-être dans les 50 commentaires, vous avez beaucoup de faux profils. On sait aussi comment ça se passe. Donc, faisons attention aussi à ces notions. Alors, Aubin, je souhaite qu'on revienne sur cette dernière question, c'est notamment donc la communication gouvernementale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour qu'il y ait une synergie d'action
entre le gouvernement et puis les journalistes? Je pense qu'il y a eu déjà quelques rencontres avec les membres de l'exécutif en charge de la question de la communication. Demain d'ailleurs, il y a aussi une autre rencontre avec les patrons de presse, avec le ministre de la Communication. On espère pouvoir revenir sur ces questions-là. Mais je pense véritablement que, comme on l'a dit, c'est à l'exécutif de planifier la communication. Je l'ai dit à l'époque au ministre Rémy Dandiounou, depuis que la crise a commencé, il n'y a jamais eu véritablement une stratégie de communication de crise globale du gouvernement qui intègre justement la mission qu'on voudrait voir la presse jouer, en tout cas du côté de l'exécutif. Ce n'est pas une injonction, mais c'est de dire, voilà notre stratégie, on approche les patrons de presse, on leur dit, voilà comment nous on voit le rôle de la presse dans ce contexte-là par rapport à la question. Je pense qu'on est tous burkinabés, on est tous sensibles. Voilà. Mais on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on attend des journalistes de communication. Je me souviens une fois où vous allez chuter là-bas. Oui, notre correspondant par exemple a été à Mangodara parce qu'entre-temps les FDS avaient réussi à déloger les groupes terroristes et donc les écoles sont rouvertes. Donc notre correspondant est allé faire le constat de la réouverture des écoles pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits par nos FDS. Mais par la suite, justement, l'état-major nous a interpellés pour dire « Attention, quand vous faites ça, vous donnez un signal au groupe terroriste qu'il faut revenir. » Donc, par moment, c'est aussi cela. En pensant bien faire, peut-être, on voit que là, il y a un problème. Donc, si c'est le contrat aussi, souvent ça d'échanger, de communiquer, pour poser les bases, pour s'entendre sur le minimum, ça permet justement de réussir des choses. D'accord. Idriss Ouedraogo suit la même question. Oui, bon, pour le moment, il faut parler au plus urgent. Comme il a dit, il y a des rencontres, mais pour moi, ça, on est en train de gérer le plus urgent. Un peu plus loin, il faut chercher à ramener les métiers dans leurs fondamentaux. Entre un pouvoir, entre l'exécutant ou une entreprise et les journalistes, ce ne sont pas ces négociations, ces marchandages, notamment sur la question de la responsabilité sociale du journaliste. Ça intervient en troisième position. Premièrement, il y a des textes. Deuxièmement, il y a des techniques. Si les journalistes ont des difficultés dans leur angle d'attaque, dans leur structure dans la structure de leurs articles, dans l'organisation de leur desk, ainsi de suite, techniquement, il y a des choses à faire. Humblement, il faut accepter qu'en situation de crise, il y a certainement de nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles approches qui ont lieu ailleurs peut-être qu'on doit ouvrir. Je prends le cas du journalisme de solution. On n'est pas forcément outillé, on n'apprend pas ça forcément à l'école. Mais à un moment, comme au Nigeria, ça a pris le dessus. Donc bref, pour le moment, on peut parler au plus urgent par des réunions, mais ça sera éphémère. Il faut qu'on pense à baser les différents métiers sur des textes, sur des techniques, et puis après, secondairement, compter sur la bonne moralité des uns et des autres, leur engagement patriotique. Je pense que c'est bien noté. Ça sera donc vos derniers propos. Merci à Aubin Guébré d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la télévision BF1. Idriss Ouedraogo, analyste politique, mais aussi communication. C'est la fin de cette émission Sujet à la Une. Comme je le disais, qui recevait Idriss Ouedraogo, analyste politique et communication. Aubin Guébré, rédacteur en chef de la télévision BF1. Merci d'être passé sur notre plateau pour parler de cette actualité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui s'achève. Et comme le disait donc le démographe et sociologue français Alfred Sauvy, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Très bonne suite de programme sur Omega TV.